Roi Clovis Ier, né en 460. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question s'il vous plaît? Bien sûr. Qui s'en bat totalement les couilles ici? On m'en bat les couilles totales en fait, hein, moi. Mais comment en sommes-nous arrivés à nous poser de telles questions? Tout commence avec Descartes, le meilleur élève des jésuites de la Flèche. Il apprend sans cesse, jusqu'au jour où il décide de douter de tout. Il en vient à la conclusion: je doute, donc je pense, donc je suis. Il rejette toutes les connaissances qu'il a apprises tant qu'il ne peut pas les démontrer. À travers le cogito, Descartes nous montre qu'il faut apprendre à douter plutôt qu'à croire et à se méfier plutôt qu'à adhérer. L'école est un lieu inutile puisque ce qu'on y apprend peut être faux. De plus, toutes les connaissances transmises nous détournent de notre nature, puisque par là, nos jugements sont faussés. Il est clair qu'il vaut mieux savoir que d'accepter un savoir qui ne soit pas absolument certain, soit un savoir transmis. Rousseau va plus loin dans la déconstruction et va jusqu'à nous dire que tout progrès dans la culture nous éloigne de notre nature. Or, c'est précisément dans l'accord avec la nature que l'on trouve le bonheur. C'est la culture qui rompt cet équilibre initial. Rousseau clame l'état de nature. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'Avatar, un film de James Cameron. Ce film oppose les Na'vi qui vivent en harmonie avec la nature et l'homme que dénonce Rousseau, c'est-à-dire l'homme de l'état social qui possède des grandes technologies. L'homme arrive sur Pandora et veut détruire toutes les merveilles de Pandora. Il est enfermé dans la spirale du toujours plus. It's all over. Nothing's over while I'm breathing. I kind of hoped you'd say that. Mais Jake Sully comprend que les Na'vi sont plus sages que les hommes qui se disent civilisés. Il présente donc la culture comme l'ennemi de la nature. N'est-ce pas la technologie monstrueuse des hommes, fruits de leur culture, qui rompt l'harmonie primitive des Na'vi? Finalement, l'homme de l'état social apparaît comme contre-nature, prêt à tout pour satisfaire un désir d'avoir et de pouvoir. Le responsable de notre malheur est donc la culture, dont il faudrait se dépouiller pour retrouver le sens de notre vraie nature. Mais ce bonheur que vivrait l'homme à l'état de nature n'est-il pas utopique? Victor de l'Aveyron en est un parfait exemple. Découvrant cet enfant dans les Tarn, on espérait voir en lui la perfection d'une humanité restée digne et intacte. Mais cet individu s'est révélé violent. Il avait des sens, mais ne les comprenait pas. Il recevait avec indifférence les plus douces odeurs ainsi que les plus répugnantes. Il s'agissait d'un être dégradé parce que déshérité des plus nobles attributs de son espèce, puisque rien ne lui avait été transmis. C'est en effet grâce à la rencontre avec autrui que s'accomplit notre humanité. L'enfant seul n'a pas gagné en esprit ni en personnalité. En effet, l'homme se distingue des autres animaux dans le sens où il a besoin des autres pour accomplir sa nature. L'homme a besoin d'un apprentissage pour développer ses capacités, contrairement aux animaux. Ainsi, Victor, ayant grandi seul, n'était rien encore de ce qu'il pouvait être. C'est ça que nous pouvons nous faire et que Victor ne sait pas s'émerveiller. Or, l'émerveillement n'est toujours de quelque chose qui nous est étranger. Il faut bien que tout ne soit pas identique pour que mon attention trouve de quoi s'émerveiller. Or, c'est la culture qui nous fait apparaître toutes les variations du réel. Plus on apprend, plus on s'émerveille. Ainsi, l'attitude blasée ne vient pas d'un excès de connaissances. L'ignorance ne s'étonne de rien. Apprendre, c'est s'étonner de tout ce qui jusque-là paraissait banal. La visite d'un musée ne sera plus jamais ennuyeuse avec la culture. Par la culture, nous apprenons à considérer ce caractère singulier, unique et incomparable des réalités et des personnes qui nous entourent. On croit aujourd'hui que la culture nous empêcherait d'aboutir à une réflexion personnelle, alors que c'est la culture qui conduit à la liberté. Pourquoi Hitler prend-il un soin monstrueux à organiser des autodafés? Parce que les dictatures, pour combattre la liberté, ont toujours commencé à s'attaquer à la culture. La culture ne nuit pas à notre liberté. Très concrètement, Beethoven ou Chopin ont eu des profs pour les guider. La liberté des plus grands maîtres naît toujours d'un héritage qu'ils accomplissent puis dépassent en l'enrichissant d'une singularité nouvelle. Mais il faut d'abord se plier à la contrainte de l'exercice. Pour toute personne apprenant le piano, par exemple, il y a une différence entre frapper sur des touches,
ou faire émaner une musique qui soit vraiment personnelle. Combien d'heures d'études et de mesures répétées a-t-il fallu pour que naisse finalement le caractère si personnel d'un nocturne de Chopin? Si le propre d'un artiste est d'être singulier, ne croyons pas que cette originalité soit possible sans transmission. Mais quand la culture aura disparu, aura été déconstruite, que restera-t-il de l'homme? La barbarie, puisque rien ne lui aura été transmis pour accomplir sa propre nature. Une génération n'ayant pas voulu transmettre à une autre leur a empêché d'utiliser pleinement ses facultés qui sont pleinement humaines. Au cœur d'un pays développé, n'avons-nous pas le sentiment de voir ressurgir la barbarie? Quand l'homme comprendra-t-il l'importance de cet héritage? Quand reconnaîtrons-nous enfin la valeur de ce qui nous a été donné?